sail dates back to the 19th century, and it's of an architectural style called Neo-Renaissance. We have just completed now the second U-turn, and so it means that we are coming back to where we started from 1 hour ago approximately. So this cruise is coming to an end. We hope you enjoyed it and that we'll have the pleasure to welcome you again on board of our boat Vedette de Paris. Take care, all of you. Have a great stay in Paris. Thank you very much. Merci beaucoup. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à bord de notre bateau le Paris Léna de la compagnie Vedette de Paris. Alors laissez-moi à présent vous présenter notre équipage. Nous sommes en compagnie de notre capitaine Grégory et de son bateau Raphaël. Et je suis Karine, votre guide. Je parlerai également l'anglais pendant cette croisière qui va durer environ 1 heure et qui nous amènera sous 22 des 37 ponts qui enjambent la Seine en Paris. Donc dans un premier temps, nous allons remonter la Seine à contre-courant, vu que si vous allez trouver sur le droit croisement à la rive gauche, elle se rend sur la rive droite. Donc notre vitesse approximative sera de 12 km/h, qui correspond également à la vitesse limite de navigation sur la Seine. Nous allons remonter la Seine dans ce sens pendant environ 30 minutes après avoir dépassé l'île Saint-Louis. Nous ferons notre demi-tour pour revenir à notre port d'attache d'ici environ 1 heure de temps. So, ladies and gentlemen, good evening to all of you and be welcome on board our boat, Le Paris Léna of the company Vedette de Paris. Let me now introduce you our crew on board. Our captain's name is Grégory and our sailor on board, Raphaël. And my name is Karine, and I will speak both French and English during this 1-hour cruise. It will take us under 22 of the 37 bridges crossing the River Seine in Paris. So for the moment we are sailing upstream. So it means that whatever you find on the right is the left bank, whatever you find on the left is the right bank. And our approximate speed will be 6 knots, which is also the speed limit on the river. Never to sail in this direction using about 1 kilometer. And then after overtaking the second island of the river, the Saint-Louis Island, we're going to do the U-turn and come back to our departure point in about
1 hour time. So we are going to see several kinds of boats during the cruise. For instance, many boats like us do a kind of 1 hour cruise on the right. On the left, you've got some others which are restaurant, bar, convention boats. You're going to see some very small ones as well, which are privatized. The very long ones as well are dedicated to the transportation of material, construction and freight. And at last, after this bridge, on the left, you are going to see some boats which are inhabited. Alors, brièvement, je vais vous présenter les différentes sortes de bateaux qu'on va peut-être avoir pendant la croisière. À droite, certaines compagnies qui sont appelées pour faire des croisières du Nord. À gauche, ceux qui sont amarrés sont des bateaux restaurants, bars, conventions, discothèques, cocktails, etc. Les plus petits bateaux sont privatisés. Les très longs bateaux, eux, transportent du fret et des marchandises. Et ensuite, on en verra après ce pont à gauche qui, eux, sont habités. Alors, toujours à gauche, après ce pont, vous allez voir, on va passer par le palais de Tokyo. C'est un centre d'art moderne qui a été inauguré pour l'Expo universelle de 1937. Et après ce pont à droite, vous allez voir au loin les bulbes dorés fait partir les églises orthodoxes qui, eux, after this bridge on the right, you can see in the distance, with the long the few building works of an Orthodox church, dating back to 2015. On the left, you can see the Tokyo Palace. Well, this one is a modern art center that was inaugurated for the World Fair of 1937. Now, as we'll be approaching the next bridge on the left, and you can see between the trees the replica of the flame of the Statue of Liberty. So that flame was brought here in 1987, and 10 years later, the terrible incident that killed Princess Diana took place under it. Okay, so afterwards, that flame became her memorial. Alors maintenant qu'on s'approche du pont de la Loire, juste avant le pont à gauche, entre les arbres, vous apercevez la réplique grandeur nature de la flamme de la Statue de la Liberté. Donc cette flamme a été apportée ici en 1987 et 10 ans après a eu lieu le terrible accident qui a coûté la vie à la princesse Diana sous cette flamme dans le tunnel de l'Alma. Et cette flamme ensuite est devenue son mémorial. Et maintenant qu'on va bientôt traverser le pont de l'Alma, vous allez voir à gauche, au niveau de la surface de l'eau, une statue très connue qu'on appelle le Zouave. Et donc cette statue pendant des années a été utilisée comme repère pour mesurer la hauteur de la Seine. Et vous savez que pendant la grande crue que Paris a connue en 1910, le Zouave avait de l'eau jusqu'à la barbe. Vous allez le voir dans quelques secondes sur la gauche. On the left, as we are going to be under that bridge, we are going to see a very famous statue called the Zouave. And that statue, you know, for many years was used as a landmark to measure the height of the Seine. And during the great flood that we had in 1910, the Zouave had water up to the beard. Well, you can see that statue just now on the left. Voilà, la statue du Zouave, on est juste en train de la dépasser ici sur la gauche. The steeple of the American Church in Paris. You cannot see the color because it's dark, but it's the steeple of the American Church. On the left, we're passing by Seine, one of the arrondissements of Paris,
sur la gauche une grande verrière. Elle appartient au bâtiment qu'on appelle le Grand Palais. Vous voyez avec le drapeau français, avant de se montrer le drapeau français, le Grand et le Petit Palais, en fait, sont des halls d'exposition. Et ils ont tous les deux été inaugurés pour l'Expo universelle de 1900. Et donc le Grand Palais, la plus grande verrière d'Europe, a 15 000 mètres carrés. Et l'année prochaine, pour les Jeux Olympiques, se dérouleront les épreuves d'escrime. Now, as we are approaching the next bridge, you can see on the left, behind the trees, a big glass roof building. Well, this building is called the Grand Palais, the Great Palace. There are two buildings actually, the Great and the Small Palace. Both of them are exhibition halls. Okay, and they were both inaugurated for the World Fair of 1900. The big glass roof you can see here is the biggest one in Europe. It's 15,000 square meters. And next year, during the Olympics, the fencing will take place in the Grand Palais, the Grand Palace. And now I'm going to tell you about another bridge, not this one, but the one just after, called Alexander III Bridge. And you know it's considered even as the prettiest bridge in Paris. It was given the name of a Tsar of Russia, Alexander III. He offered it to us in 1900 for the World Fair in order to symbolize the political alliance that there was between France and Russia at that time. So you are going to see the way it is made. You can see the street lights, I'm sorry, are not very lit. Maybe in a few minutes. There are 4 pillars and we have 10 loose walls in the top that most of the as we begin approaching the bridge, you will need to see the center, the effigy of the Saint River and the flowers from the arch. But as well, on the arch of the bridge, you are going to see some beautiful sea and flower decoration on this beautiful Art Deco style, famous and fashionable at that time, early British style. As we see on the other side of the bridge, you are going to see the effigy of the Neva River and the St. Petersburg coat of arms. Alors maintenant, on s'approche du pont Alexandre III, le fameux pont Alexandre III qui est considéré un peu comme le plus beau pont de Paris. Il nous a été offert par un tsar de Russie qui lui a donné son nom, Alexandre III, en 1900, à l'occasion de l'Expo universelle pour symboliser l'alliance politique qu'il y avait entre les deux pays à l'époque. Alors vous voyez en s'approchant 4 piliers qui sont surmontés du cheval aîné de la mythologie Pégase. Et puis le pont, l'arche du pont avec des très belles décorations florales et maritimes de ce style architectural qui était très à la mode à l'époque, l'art nouveau. Et puis au centre de l'arche, là vous voyez l'effigie de la Seine, la déesse romaine de la Seine, Sequana, avec juste au milieu les armoiries de la ville de Paris. Et une fois qu'on aura passé le pont, vous pourrez voir de l'autre côté les effigies de la rivière Neva ainsi que les armoiries de la ville de Saint-Pétersbourg. Vous allez le voir, donc il relie la place de la Concorde à gauche à l'Assemblée nationale à droite. Alors l'Assemblée nationale, vous la voyez avec le drapeau français au-dessus, c'est également, elle accueille 577 députés, c'est deux chambres du Parlement avec le Sénat et les 2 votent des lois. Alors le pont, lui, celui qu'on va traverser, a été construit à la fin du XVIIIe siècle avec des pierres qui proviennent de l'ancienne prison de la Bastille, celle qui a été prise puis détruite après le 14 juillet 1789, le premier jour de la Révolution française. Et puis à gauche, vous voyez au loin, c'est l'obélisque de Luxor, qui se trouve au milieu de la place de la Concorde. Donc l'obélisque de Luxor a été apporté ici, enfin il date de Ramsès II, il a 3400 ans, il a été apporté ici en 1836. Par un vice-roi d'Égypte appelé Mémétali, pour remercier les Français d'avoir déchiffré les hiéroglyphes. Now we are approaching the famous Concorde Bridge that links the Concorde Square to the National
bodies. The other chamber is the Senate, and both chambers vote the law. The bridge we are going to cross was built, with some stones coming from the former Bastille prison that was taken and pulled down after the 14th of July 1789, the first day of our revolution. On the left, you can see the Concorde Square with the big obelisk in the middle. That obelisk comes from a place called Luxor. It dates back to Ramses II. That's to say 3,400 years ago, and it was brought through in 1836 by a viceroy of Egypt called Nefertari, who sent the French for having accepted the hieroglyphs.
also the headquarters of the academy. Alors maintenant on s'approche du pont des Arts. Alors le pont des Arts relie le Louvre à l'Institut de France et c'est un pont du 19e siècle, un pont totalement en fer, totalement bétonné. Il a été produit il y a quelques années pour avoir accueilli 1 million de cadenas, les cadenas des amoureux qui ont été donc ensuite enlevés, un car trop long pour la structure du pont. Et sur la droite, vous apercevez donc la coupole de l'Institut de France. C'est un bâtiment du XVIIe siècle, c'est également le siège des académies. Look, we are passing by the French Institute now on the right. Donc, au-delà du pont des Arts, vous allez voir une partie de l'île de la Cité. L'île de la Cité, bon, la partie qu'on va voir juste dans quelques instants, s'appelle le square du Vert-Galant. Alors, le Vert-Galant, c'est également un surnom qu'on a donné au roi Henri IV. Henri IV, et vous voyez, au milieu du pont neuf, il y a 2 ans. C'est pas une bâtiment. Celui qui a construit le pont neuf, à la fin de son vie, on est donc au début du XVIIe siècle. C'est donc aujourd'hui le pont le plus ancien de Paris. C'est le premier pont construit en pierre. Okay. Les autres ponts qui ont précédé étaient construits en bois. Et donc le pont neuf, alors quand on sera juste à côté, vous pourrez voir sur le pont les mascarons. Nous en comptons 382. Encore une fois, 382 mascarons qui font des grimaces et ils sont tous différents. Okay, so now we are approaching the part of the city island, visible on the left, which is called the Green Gallant Square. Green Gallant is also a nickname given to Knight Henry IV. You are going to see an equestrian statue of that king on the top of this bridge ahead of us, on the left. His name is Henry IV. The bridge itself is called the Pont Neuf, the new bridge. And it was built 400 years ago, at the end of the reign of King Henry IV. And it's the first bridge in Paris made of stone. The previous bridges before this one were made of wood. And this one is now the most antique bridge in Paris. And as we are approaching it, you can see a lot of masks making prints to us. There are 352 of them, and they are all different. Lutetia is the previous name of Paris. It was rebaptized Paris in the 4th century after Christ as a tribute to the Parisians, the first inhabitants of the city island. On the left, you can see the rear facade of our Nord Port. Okay? Vous voyez sur la gauche, là, on est en train de passer devant l'île de la Cité, et là, sur la gauche, on est en train de passer devant la façade arrière du palais de justice. Alors, l'île de la Cité, vous savez que depuis toujours, elle a été considérée comme le berceau de la ville de Paris parce qu'elle était déjà habitée au IIe siècle avant Jésus-Christ par une tribu gauloise qu'on appelle les Parisiens. Les Parisiens ont été conquis par les Romains et les Romains ensuite se sont installés sur
Le 2 décembre 1804, et quelques années plus tard, notre très célèbre écrivain Victor Hugo a écrit Saint Nouvelle, qui est le motif de Notre-Dame, qui est mis en scène donc Quasimodo, une sonneur de cloche, qui s'appelait Esmeralda, la danseuse humaine, donc chantée en héros. Cette nouvelle a eu tellement de succès qu'elle a rendu donc Notre-Dame au bout du jour, elle a attendu à sa restauration intégrale. Son architecte était très connu à l'époque, mais le but est et donc Notre-Dame a pris feu, vous vous en souvenez très certainement, la terrible nuit du 15 avril 2019, à savoir la structure en bois sous la toiture a pris feu et donc l'intégralité de la toiture et la flèche se sont écroulées. Maintenant, vous pouvez constater, on est bien dans les travaux de reconstruction. On est convenu de la reconstruire exactement à l'identique telle qu'elle était avant l'incendie. Et on connaît la date de l'ouverture et sera ouverte au public le 8 décembre 2024. Alors, une fois qu'on va s'approcher de la façade, vous allez voir au centre la rose de l'Apocalypse et juste sous la rose, la galerie des 28 rois d'Israël. Okay, so after this bridge, you can see on the left the western facade of Notre Dame. This Catholic Cathedral. Well, the first side, you can see the rose window of the complex and the gallery of the 28 ones of Israel. The church was dedicated to the Virgin Mary. And this is what you see the stone was made in the year 1963 for about 145 years of construction. The church has been the privileged witness of our historical events. For example, the coronation of Napoleon I took place in Notre Dame the 2nd of December 1804. And 52 years later, our very famous writer Victor Hugo wrote his famous novel, The Hunchback of Notre Dame. In Quasimodo, the Dead River, and Esmeralda, the famous city, was in Dublin. And what that novel such a success that emphasized the name of Notre Dame and it led to the entire renovation of the church. That renovation was made by the famous architect of the time, André Lévy. And you know what happened to that church? Unfortunately, in the terrible night of the 15th of April 1993, it went on fire. The terrible fire started in the wooden structure under the roof. The entire roof and the spire of the church had collapsed. Now we are rebuilding it, and this thanks to the scaffoldings and cranes for the reconstruction. We know that the goal is to remake Notre Dame and rebuild it exactly the way it was before. And we know the reopening date, but as we say, it will reopen the 8th of December 2024. Now on our right, you can see the famous Latin Quarter. The Latin Quarter was given that name because there was a tradition to speak in Latin in the many universities of this area. To speak in Latin between the students and the teacher. And that tradition lasted until Revolution. Sur la droite, là, on est en train de passer devant le tableau continental, donc vous savez que 15 dans les universités. C'est finalement la langue de l'enseignement entre et de communication même entre les étudiants et les professeurs. Donc maintenant on passe devant le bout de l'île de la Cité, sur la gauche, et on va passer devant l'île Saint-Louis. So on the left you can see the end of the City Island and we're going to pass by the St. Louis Island now.
them were taken here to graze until the comeback of King Henry IV and his son Louis XIII to live in Paris, as they were accompanied by the nobles, the court members, who built their private mansions. The private mansions that you can see on the left are still inhabited, and they are inhabited, and they are not visitable. And recently, one of them was sold at 200 million euros, so it means that this area became the most exclusive place in Paris. Donc là, on est toujours en train de passer devant Linson sur la gauche, anciennement appelé l'île aux vaches, car les vaches qui appartenaient à notre dame étaient amenées à Montprêtre dans les nombreux gerbases et pâturages. Jusqu'au retour du roi Henri IV et son fils, quand ils sont venus, Louis XIII, quand ils sont venus vivre sur Paris, ils ont été accompagnés par leurs courtisans, les nobles, qui se sont fait construire des beaux hôtels particuliers que vous voyez ici à gauche, dont certains datent toujours du XVIIe siècle. Donc ils sont toujours habités. Et un d'entre eux a été vendu à 3 ans, 200 millions d'euros. Donc c'est pour vous dire que cette partie de Paris est devenue la plus chère de la ville. Demi-tour, regardez à droite au loin pour voir les quartiers est de Paris. À gauche, vous reconnaissez les deux îles et devant nous, le quartier du Marais. So now that we are doing the U-turn, behind us on the right, you can see the eastern districts of Paris. On the left ahead of us, you can recognize the two islands. And on the right, from now on, we'll be sailing beside the Marais district.
of the Marais. Now we are sailing downstream, and we'll be sailing between the Marais and the St. Louis Island. So, the Marais district, you know, Marais in French means marshland, okay? Because there was a marshland here until the Middle Ages. Many private mansions were built after, okay, like the ones on the St. Louis Island. In the Marais district, they became museums, okay, so these ones are visitable. In the Marais, you can also celebrate, and there are a lot of restaurants, bars, discos. There's as well a lot of fashion shops. You can also enjoy the gay district, so as the Jewish district, where you can enjoy the best falafel in Paris. Alors, sur la droite, le Marais, donc, qui tient son nom d'un ancien marécage, qui était là au moins jusqu'au Moyen-Âge, qui a été ensuite asséché. Et puis, de nombreux hôtels particuliers s'y sont succédés également, comme sur l'île Saint-Louis, sauf que ceux du Marais sont devenus des musées. Ensuite, vous avez dans le Marais de nombreuses boutiques de mode, vous pouvez faire du shopping, de nombreux bars, restaurants et discothèques pour faire la fête. Et puis également le quartier gay ou le quartier juif encore pour y déguster les meilleurs falafels de la ville. À gauche, regardez un des beaux hôtels particuliers qu'on appelle Hôtel Lambert ou l'Hôtel de Lausanne. Look left and two of the most elegant private mansions of the St. Louis Island, Hôtel Lambert and Hôtel de Lausanne. Now we are approaching the famous Pont Marie, you know, it's a bridge which is considered as the most romantic one in the city. Because according to the legend, when we are under it, if you close your eyes, make a wish, kiss your neighbor, and your wish will come true. Alors vous voyez, maintenant on est en train de s'approcher d'un pont qui est très connu également, qui s'appelle le Pont Marie. Car selon la légende, vous savez que ce pont est considéré comme le plus romantique de la ville. Et selon la légende, quand on sera en dessous, si vous fermez les yeux, faites un vœu en embrassant votre voisin, votre vœu va se réaliser. Après le pont, sur la droite, en haut des docks, entre les arbres, vous apercevez des grandes boîtes vertes. Et ce sont les bouquinistes, vous savez. Les bouquinistes qui sont des vendeurs de livres anciens, de timbres anciens, cartes postales anciennes, affiches anciennes. Ils sont là depuis le XVIe siècle et aujourd'hui on en compte 220. On the top of the dock, on the right, you can see between the trees the famous green boxes known under the name Les Bouquinistes. So those are second-hand book dealers, second-hand posters, postcards and stamp dealers. And you know that they are present in Paris since the 16th century. Today we have 220 of them. Now we can catch a glimpse on the left in the distance. You can see the cupola of the Pantheon. And after leaving the St. Louis Island, we're going to pass by the City Island where you can recognize the two towers of Notre-Dame. Jetez un rapide coup d'œil à gauche pour voir au loin la coupole du Panthéon. Et puis donc on quitte l'île Saint-Louis, on repasse devant l'île de la Cité où vous reconnaissez les deux tours de Notre-Dame. Et là cette fois-ci, je vais vous inviter à regarder vers la droite pour voir derrière les arbres la façade sud de l'hôtel de ville de Paris, la mairie principale de la ville. Donc c'est un bâtiment du 19e siècle, d'un style architectural qu'on appelle néo-renaissance. On the right now you can see the southern facade of our main city hall. We call it Hôtel de Ville. And that building dates back to the 19th century and it's of an architectural style called neo-renaissance. Well, now we are going to speak about the conciergerie, which is a building that you are going to see on the City Island on the left after the second bridge. The conciergerie originally was a royal palace. It was inhabited by the kings until the 14th century. After it became a prison and now it's a museum. You know, at the time of revolution, the conciergerie was nicknamed the antechamber of the guillotine.
because you know the low court is right beside it, and in case of when the prisoners were judged, in case of death penalty, it was the guillotine. And the most illustrious of them was our Queen Marie Antoinette. You know, she stayed about 77 days long in a little cell before she was judged and sentenced to death and beheaded the 16th of October 1793 at the age of 37 years old on the Revolution Square, called nowadays Trafalgar Square. Donc ici sur la gauche, on est en train de passer devant la conciergerie. Alors la conciergerie à l'entrée, c'est un palais royal qui avait été habité par les rois jusqu'au XIVe siècle. Après, c'est devenu une prison et aujourd'hui c'est un musée. Donc, à l'origine, à l'époque de la prison, à l'époque de la Révolution, la prison de la conciergerie avait été même surnommée l'antichambre de la guillotine, pour la raison que le palais de justice qui est juste derrière était l'endroit où avait lieu le jugement des prisonniers et qu'en cas de condamnation à mort, c'était la guillotine. C'est la reine Marie-Antoinette la plus illustre d'entre eux. Elle y a passé 77 jours avant d'être jugée, condamnée à mort et guillotinée le 16 octobre 1793 sur la place de la Révolution. Elle avait 37 ans. Et maintenant, on va repasser sous le Pont Neuf, et à droite du Pont Neuf, vous allez apercevoir la façade moderne de la Samaritaine, grand magasin dédié au luxe qui avait fermé ses portes pendant une quinzaine d'années, qui avait ouvert il y a 3 ans. So now we are sailing under the Pont Neuf another time, and on the right you can see the famous Samaritaine, which is a department store entirely dedicated to luxury, and it was closed during about 15 years, and now it's reopened since about 3 years. It's entirely dedicated to luxury. And now, still on the right, you're going to see the colonnade, which is the rear facade of the Louvre. And on the facade, you can see as well King Louis XIV monogram, the two L's back to back, because he ordered that colonnade. Vous voyez sur la droite, là on est en train de passer devant la façade arrière du Louvre, qui est constituée d'une colonnade qui avait été construite sous Louis XIV. Vous voyez la façade qui comporte son chiffre royal, les deux L dos à dos. Alors le Louvre, qui est un des plus grands musées du monde, il expose 38 000 œuvres d'art au public. Donc il est aménagé sur 9 étages. Il est également, il a 18 km de couloir d'œuvres d'art exposées au public et un département principal. Alors, parmi les œuvres, évidemment la Joconde de Léonard de Vinci, on a également le radeau Vénus de Géricault par exemple, ou alors les deux statues grecques, la Vénus de Milo et la Victoire de Samothrace, sans oublier un très grand département égyptien où vous serez accueillis par le grand sphinx de Thalys. So still speaking about the Louvre on the right, which is one of the most important museums in the world, it exhibits about 38,000 works of art to the public. So it's laid on 9 floors and has 9 main departments of works of art exhibited to the public. And you know we have Mona Lisa of Leonardo da Vinci, the wedding gift at Cana of Veronese, the raft of Medusa of Géricault, just to name a few. And we have as well 2 Greek statues like the Venus of Milo and the Winged Victory of Samothrace, so as a great Egyptian department where you are welcomed by the great Sphinx of Thalys, just to name a few works of art. Alright, and after the next bridge on the left, you are going to recognize the Musée d'Orsay. I told you that it was mainly dedicated to the Impressionist painters. Well, that movement was created in 1874 by Claude Monet, a very famous artist who has a common point with us today, the Seine River, because he spent his whole life close to the Seine. He depicted it countless times on his paintings. Claude Monet, you know, inaugurated that movement in 1874 and he focuses on romance and color. In the Musée d'Orsay, he has the famous haystacks, or the Cathedral of Rouen, or the Bottle Lilies, a small format. We have as well Edouard Manet
third bridge. I invite you this time to have a look on the left in the distance to see the cupola of the Invalides. The Invalides are originally a military hospital that was built by King Louis XIV to take care of his many wounded soldiers. And then the church was built. This is the one you can see with the dome on the top, which is covered by 12 kilograms of gold leaf. And it welcomes the tomb of Napoleon I and the rest of the building is the Army Museum. Regardez au loin à gauche, vous avez la coupole des Invalides. Alors les Invalides à l'origine hôpital militaire construction du 14 pour soigner ces plus consommateurs blessés. Puis ensuite s'en est suivi la construction du Christ, vous voyez avec le haut, et revenu et qui a fait la tour de Napoléon Ier. Et le reste du bâtiment est devenu le musée d'armée. Maintenant on va parler de la tour Eiffel. Alors elle tient son nom de Gustave Eiffel, célèbre ingénieur néerlandais qui avait construit beaucoup de ponts, de gares et d'ascenseurs à travers le monde. On lui doit la recherche par Fontaine, on lui doit la conception de la citadelle égyptienne. Et donc pour la tour Eiffel, il a participé à un concours d'architecture. Celui qui sélectionne le projet pour le bagage français puisqu'on est passé de 1892 donc on va payer des charges du pays avec le fait que ce soit un château en fer de 1000 pieds de haut. Et donc 1000 pieds c'est 300 mètres et pendant 40 années elle a été la tour la plus haute du monde. Il a donc dans son usine de métallurgie de l'Est de la France produit les 18 500 pièces de métal, les 2,5 millions de rivets qui ont été ensuite assemblés à côté d'ici pour être montés en 2 ans, 2 mois et 2 jours. Elle ne pèse que 7 500 tonnes, c'est très très léger. On dit que si on l'a placé dans un cylindre et qu'on pèse l'air contenu dans le cylindre, on va le trouver plus lourd que la tour. Elle a été construite dans un fer particulier qu'on appelle le fer putelé, qui est anti-rouille, qui est aussi beaucoup plus léger et moins cher que l'acier. Et elle a eu beaucoup de détracteurs. Vous savez que ce style d'architecture était jamais vu jusqu'alors, et donc les gens la trouvaient monstrueuse, comme un monstre de fer au milieu d'architecture haussmannienne à éviter à tout prix. Et vous savez qu'elle devait être détruite, ça c'est ce qui était prévu dès le départ, au bout de 20 ans. Sauf que les coûts de destruction ont fait changer d'avis des décideurs, mais ce qui l'a sauvé définitivement, c'est son utilité, parce qu'elle a été utilisée comme moyen de communication grâce à son antenne, celle que vous voyez à son sommet, l'antenne qui a servi pour la radio et le télégraphe. Et le tout premier message radio au monde a été envoyé de la tour Eiffel. Elle a même servi pour l'espionnage pendant la Première Guerre mondiale. Maintenant, vous savez qu'elle est en train d'être repeinte, et c'est la 20e campagne de peinture qu'elle connaît depuis sa construction. Elle a changé de couleur à chaque fois. Elle est repeinte tous les 7 à 10 ans. Ça prend à peu près 3 ans. Évidemment, il faut la décaper avant pour enlever les anciennes couches de peinture. Et puis, repeindre. Alors cette année, 60 tonnes, 30 pointes. Puis la repeigne à l'ancienne, comme par le nécessaire, accrocher un épinard, descendre en rappel et la repeigne à la main avec l'opération. Et maintenant, donc, chaque heure, depuis l'an 2005, scintille grâce à ces 20 000 ampoules lumineuses. Après donc, le coucher du soleil, elle scintille pendant 3-4 minutes à chaque heure. So now we are approaching the Eiffel Tower. You know it was given the name of Gustave Eiffel, famous engineer and businessman. He was very famous even before the construction of the tower, for having built a lot of bridges, train stations, elevators all around the world. And as well, we opened the conception of the structure, of the internal structure of the Statue of Liberty, and as well they invented the garter belt. For the tower, it participated to an architectural contest for the World Fair of 1889 to select the project, the French project, the French pavilion, that had to be a 1,000 feet platform all made of iron. In 1889, of course, we celebrated the 100th anniversary of French Revolution. And you know that tower was the tallest one in the world for 40 years.
you know, we used to say that if we put the tower in a cylinder and rain the air containing into the cylinder, we would find it heavier than the tower. It's made of a special kind of iron called puddling iron, which is rust-proof and also lighter and cheaper than steel. But as well, that tower had a lot of detractors who hated it, found it very ugly. We call that architectural style now the industrial style. But you know, it had never been seen before, and people hated it. They nicknamed it like the big monster of iron, like that had nothing to do in the middle of beautiful and textile buildings. You know, it was nearly to be destroyed, as it was planned to be destroyed after 20 years. But you know, it never happened because the cost of destruction were too high, okay? And but the main reason why that tower was definitely saved is because it was useful. And you can see an antenna on the top. It was used as a great means of communication for radio and telephone. And the very first radio message ever was sent from there. And it was even used for espionage during World War I. Now, you know that it's currently being repainted for the 20th time. It's the 20th time it's repainted since it was built. It has changed color every time. It's repainted every 7 to 10 years time, more or less. They need this time 60 tons of paint and about 30 painters. And the 30 painters still do the antique way like their predecessors. They're repainted by hand. And in order to do it, they have to be held by ropes, go down the tower like alpinists in the mountains in rappel. And they use brushes. And you know, thanks to its 20,000 electrical bulbs, it goes sparkling like a big bottle of champagne every hour at the hour after sunset, like it does since the year 2000. 3-4 minutes of sparkling show. Well, we have just completed now the second U-turn, and so it means that we are coming back to where we started from 1 hour ago approximately. So this cruise is coming to an end. We hope you enjoyed it and that we'll have the pleasure to welcome you again on board of our boats Vedette de Paris. Take care, all of you. Have a great stay in Paris. Thank you very much. Merci beaucoup. Thank you. Thank you. Thank you. Donc voilà, nous venons de faire notre deuxième demi-tour. Ça veut dire qu'on est en train de se rapprocher tout doucement de notre port d'attache d'où nous sommes partis tout à l'heure. The exit is behind. Donc ça veut dire que cette trajet est en train de toucher à sa fin. Ça veut dire également, on espère que vous a plu, que vous